Bonjour Madame Martine Keivao, vous êtes la présidente de l'ARDEF, Association des ressortissants des Diokué en France et en Europe. Votre association défend aussi la cause des victimes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, particulièrement des Diokué. Vous avez engagé une procédure judiciaire auprès de la CPI pour que justice soit rendue à toutes les victimes des Diokué. Depuis lors, nous n'avons pas de suite donnée par la CPI à votre démarche. Entre-temps, la CPI demande des preuves supplémentaires à la procureure Bensouda dans l'affaire Gbagbo contre le procureur. Et nous constatons aussi que vous continuez de chercher les preuves à votre niveau. Pourquoi cherchez-vous toujours des preuves pour les envoyer à la CPI? Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir une fois de plus accordé la parole, d'être à notre écoute toujours. En effet, par rapport aux événements de la Côte d'Ivoire, notamment à l'Ouest concernant le peuple ouai, nous avons déposé au niveau des Diokué, compte de l'association ARDEF, les ressortissants des Diokué en France, on a déposé une plainte depuis... Au départ, c'était d'abord un appel à témoins lancé par la CPI. Donc, pour répondre à cet appel à témoins concernant les victimes qui souhaiteraient voir leur cause trouver une fin, on avait répondu à cela en juin 2011. Et c'est par rapport au rapport de la CPI qui avait été établi sous le procureur Morano Ocampo. Quand on a pris connaissance de ce rapport, tout ce qu'il avait émis dedans, tout ce qui avait été énuméré dedans, correspondait mot pour mot à notre requête qu'on avait déposée. Donc, au vu de cela, on a dit, bon, ben, puisque apparemment, suite à l'appel à témoins, notre requête a été prise en compte, donc on va aller entamer une procédure avec l'avocat, puisqu'on a constaté qu'en même temps, le même procureur, malgré qu'il ait pris en compte nos éléments, mais dans sa requête contre le camp du président Gbagbo et ses partenaires, ils n'ont pas pris en considération ce qui s'est passé à l'Ouest. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs choqués et qui a motivé notre démarche auprès des juridictions directement. C'est ainsi qu'avec son rapport contradictoire, puisqu'il prend en compte nos éléments, mais dans sa requête, il ne tient pas compte de ce qui s'est passé chez nous. Donc nous, on est allé voir un avocat. Et c'est pour ça qu'on a déposé avec l'avocat ces éléments-là et à la CPI, et en même temps auprès de l'État français, pour demander une enquête internationale concernant ces éléments-là, puisque dans la même période, la France, un bon samaritain, avait fait des démarches pour qu'au niveau de la Syrie, qu'il y ait une enquête internationale. Donc il n'y a pas de raison qu'il fasse la démarche d'un côté pour un peuple qui est aussi meurtri comme le nôtre, et que de l'autre, même s'ils sont impliqués, mais on ne peut pas être juge et arbitre. Donc voilà. Il parle des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont sabotés, notamment le peuple ouai. Alors on leur a demandé de le faire. Et quand on a déposé ce dossier, d'après les renseignements que nous avons reçus, le procès du président Gbagbo nos éléments ont influé là-dessus, puisque dans tout ce qu'on reproche au président Gbagbo, c'est le contraire de ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, notamment à l'Ouest. Donc les gens nous ont contactés, son conseil nous a contactés pour nous demander si, en collaboration, nous pouvons travailler pour que, d'une part, donner des preuves à la CPI pour démentir ce de quoi on l'accuse, et d'autre part, nous aussi avoir gain de cause pour que les crimes commis sur notre peuple soient reconnus au niveau international, pour qu'un jour on puisse retourner dans de bonnes conditions sur notre territoire. Donc c'est dans ce cadre-là
que nous continuons toujours à réunir les éléments parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que les gens reçoivent dans les médias, c'est selon ce qui a été rapporté par les mêmes médias qui font la pluie et le beau temps. Et en plus, à chaque fois que l'Amnesty sort un rapport, ou bien Human Rights Watch sort un rapport, ils essayent de jouer les équilibristes. Ils ne vont même pas sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait eu des gens qui se sont déplacés, ils mettent la réalité de côté et ils rejouent les équilibristes pour dire que autant Gbagbo a tué, autant Ouattara a tué. Mais ce n'est pas vrai. Donc, nous, en tant que victimes, on sait qui nous a fait du mal. C'est pour ça, nous-mêmes, on réunit nos éléments pour donner acquis de droit, afin qu'un jour ou l'autre, je l'espère, nous l'espérons vivement, en tout cas, le peuple ouest les attend, on les regarde, même s'ils nous ignorent, il faudrait, pour qu'il y ait la paix dans ce monde-là, qu'on prenne en considération toutes les victimes, parce qu'il n'y a pas de demi-crime, il n'y a pas de bon crime, il n'y a pas de mauvais crime. Celui qui a commis des crimes, celui qui a porté atteinte aux droits humains, doit être puni, quel que soit son bord. Il n'y a pas de raison. Voilà pourquoi nous continuons. Donc, si j'ai bien compris votre intervention de tout à l'heure, vous collaborez avec Maître Altit, qui est l'avocat de Gbagbo. Ce n'est pas une collaboration. Nuance. Nous sommes victimes et on nous ignore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, le jour de l'audience des charges contre le président Gbagbo, j'étais dans cette salle-là. Et par rapport à ce que Mme Bensouda a énuméré comme élément pris en compte dans la crise post-électorale, il n'est fait allusion nulle part aux événements qui se sont déroulés à l'Ouest. Et pourtant, tout le monde sait, partout dans le monde, ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'Ouest depuis 19 septembre 2002. Je ne fais pas, moi, le tri d'un crime. Pour moi, il n'y a pas de bon ni mauvais crime. Si Mme Bensouda considère que ce qui s'est passé à Bobo avec les femmes, les 7 femmes du RDA ou bien je ne sais pas quoi, suscite des réparations, alors on ne peut pas dire en même temps que ce qui s'est passé à Bobo est grave et à Dieukwé notamment, l'Ouest en général, le peuple ouest, ce qu'il a subi doit être passé en perte et profit. Un crime, c'est un crime. Un mal, c'est un mal. On ressemble de la même façon. C'est pas parce que nous autres, on est ouest, que ce qui nous arrive est moins important. Ou alors, qu'on nous dise, il y a 2 types de victimes en Côte d'Ivoire. Par rapport aux démarches de la CPI, de Mme Bensouda aujourd'hui, il y a 2 types de victimes. Il y a des victimes pour lesquelles il faut forcément punir ce qui est normal, et des victimes qui ne le méritent même pas parce que selon son droit à elle, ces victimes-là sont supposées soutenir Laurent Gbagbo. Parce que si c'est là leur argumentation, s'ils viennent nous attaquer, s'ils viennent nous exterminer, c'est parce que selon eux, avec la carte électorale de la Côte d'Ivoire, la carte aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a fait plus de scores chez nous. Mais en tant qu'être humain, en tant que citoyen, on a droit à une opinion. Ce n'est pas pour autant qu'on doit nous exterminer. Je dis non. Non. C'est pour ça, nous continuerons toujours à démontrer par A plus B que ces crimes-là ne resteront jamais impunis. Jamais. Merci, Mme Martine Keïvao. Je vous en prie. Bonjour madame, vous êtes une victime, une rescapée de 2 grandes atrocités qui se sont produites dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, particulièrement à Dieukwé. La première s'est produite à Dieukwé Carrefour et la seconde dans le camp des réfugiés de Naïbli. Avec vous, aujourd'hui, nous allons recevoir votre témoignage. Pour commencer, nous voudrions que vous nous parliez un peu de ce qui s'est passé précisément à Dieukwé Carrefour. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Effectivement, moi, je suis de Dieukwé. C'est le 27 mars
dimanche, dans la matinée, que je partais à l'église avec ma mère, mes soeurs, que j'ai vu 4 hélicos alignés dans le ciel, en direction de Mans. Pour ça, nous on a cru vraiment que bon, c'est l'ONUC ou bien les gens qui sont là pour la protection. On ne pensait pas à ce qui devait arriver. Le 27 dimanche. Et le lundi 28 à 4 h du matin, précisément, que les tirs ont commencé pendant qu'on dormait. Et ce sont ces tirs-là qui nous ont réveillés. Ça a commencé en ville. Et il y a eu des affrontements jusqu'à... Quand ça a commencé, ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué, on est resté dans la maison. Parce que toute la journée. C'est le soir vers les 16 h que ça s'est calmé un peu. Bon, on ne pouvait pas sortir, mais on était toujours dans la cour. On est resté là. Jusqu'au soir, vers les 20 h, les tirs ont repris. Jusqu'à ce que... Pendant ce temps, saviez-vous qu'il y avait le contrôle de la situation dans la ville? Bon, pendant ce temps, c'était... Parce que déjà, il y avait dans le quartier, comme on le dit au Koué, il y avait les FSI déjà qui avaient fait la formation. Nous, les guerriers, on entendait ça, bon, mais on ne pouvait pas réagir. Et déjà, quand les tirs ont commencé, c'est entre ces éléments-là déjà, et puis le FDS de la ville. C'est FRC dont vous parliez à Diokoué, ils habitaient déjà à Diokoué, ils étaient transportés à Diokoué? Non, la formation était au quartier Kokomo, mais ils ne s'habillaient pas. Les guerriers avaient déjà l'écho, parce que déjà le 3 janvier, il y a eu la manigance de l'actuel député Flanizara avec le quartier Toguei, le quartier Guéré, où les guerriers ont été déjà massacrés, où déjà il y avait une grande partie à la mission catholique. Et ceux qui ne sont pas allés à la mission catholique étaient déjà au Carrefour avec nous. Donc le quartier Carrefour était déjà bourré. Donc quand les tirs ont commencé, vers les 22 h, il y a eu un calme. Et c'est précisément entre minuit et 1 h du matin que la licorne est descendue. Et c'était quel jour? Le 28 lundi, entre minuit et 1 h du matin, le 29 mardi, que la licorne est venue. Parce que c'est la licorne, quand la licorne est venue, pendant ce temps, ils avaient déjà... Parce que c'est le mardi 29, quand la ville a envahi, qu'on a su que l'écomog était là. Et c'est entre minuit et 1 h du matin, quand la licorne est venue. Parce que là, déjà, à partir de minuit et 1 h du matin, le bruit des armes qu'on attendait avait changé. Comme quand on était à la mission, déjà, les guerriers savaient différencier le bruit des chars, le bruit des calaches, des pistolets. Parce qu'au début, quand ça a commencé, le lundi 28, à 4 h du matin, ce n'était pas si fort que ça. On entend parce qu'on savait que c'était les tirs entre les FDS et puis ceux qui ont été déjà formés à Kokomo. Donc quand la licorne est venue, et en même temps les Comores qu'ils avaient déversés à Mans est rentré. Et c'est le mardi 29 mars 2011 qu'ils ont envahi la ville. Je vais vous poser une question. Quand vous parlez des locomorgues, on nous a dit que c'était locomorgue. Vous avez une tenue pour les différencier des autres? Je vais arriver là. Parce que quand ils ont envahi la ville, moi je suis au Carrefour. Et vers les 15 h, déjà ils ont commencé à tuer les forces de l'ordre en ville. Nous, on était à Carrefour, vraiment les bruits des fusils, des armes étaient trop. Même quand ils lancent, la maison tremble. Tu ne peux pas résister. Donc, entre 15 h, pendant que j'étais dans la maison avec ma famille, moi, la maison de mon père est au bord de la route. Et c'est par la fenêtre qu'on voyait les gens dehors. Et ceux-là, parce qu'on sait quand même que l'armée ivoirienne ne peut pas être en treillis et porter les quais ou en tapette. Et étant dans la maison par les trous, la fenêtre, quand on a vu ces gens, qu'on a su que ce n'est pas les combattants du pays. Et quand ils ont commencé à tirer, en ce moment, on attendait Mandiou Kongé. Et pendant que le guerrier demande pardon, il tue.
Pendant que le guerrier demande pardon, il tue. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à notre niveau. Et quand ils venaient, ils avaient des Kia, une maison, une boutique. Ils vident la maison. Ceux qui n'ont pas tué pendant les premières heures, c'est les enfants et les femmes. Je vous dis que c'est ce qui a fait que moi je suis en vie. Les premières heures. Mais quand ils rentrent dans une maison, ils trouvent femmes, les hommes, quel que soit l'âge. Pendant qu'ils demandent pardon, ils le tuent. Chez mon père, il y a une boutique. Ils sont rentrés dans la boutique. Quand, avec les Kia, ils rentrent dans les maisons, ils prennent ce qu'ils veulent, ils remplissent les Kia, ils tuent les hommes et ils mettent feu aux maisons. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à notre niveau. Ils ont commencé à casser la boutique. Et c'est avec les calaches qu'ils ont défoncé la porte. Parce que moi, j'étais dans le studio avec ma mère, parce que c'était les funérailles de mon grand frère aîné qui était décédé. Donc, toute la famille était là. Mon père, ses frères, sa première femme, ses soeurs étaient dans la grande maison de 4 pièces. Moi, j'étais dans le studio parce que c'est la même maison. Et quand ils ont commencé à... Ils ont défoncé la porte avec les calaches. Si un garçon fait sortir, on va boire le sang. On va boire le sang. Alors, quand ils ont poussé la porte, la télévision est tombée sur les enfants. Nous tous. J'ai commencé à crier, ne tirez pas, il n'y a pas garçon, ne tirez pas, il n'y a pas garçon. Mon papa, il est vieux, il avait ses frères, ils sont vieux. Pendant que moi, je disais ça, déjà, beaucoup sont... Ils sont tellement envahissants. Leur taille, leur forme. Ne tirez pas, il n'y a pas garçon. Il est imbécile, vous connaissez pardon parce qu'il ne s'exprime pas vraiment en français. Appelez Gbagbo maintenant, il va vous sauver. Chacun dit là-bas, Gbagbo, vous les guérez là, mais Gbagbo vous a donné quoi? Il vous a donné quoi comme manger? On vous a dit de ne pas suivre cet homme-là. Maintenant, vous allez voir. Il y a un des petits frères de mon père. Est-ce que je peux dire son nom? Il est mort, ils l'ont tué. Voilà, Zéa Gabriel. Il a défoncé la porte. Ils sont sortis. Mon père est sorti par la fenêtre. Mon père avait 86 ans. 86 ans, 2011. Il est sorti, ne sachant même pas que le quartier Carrefour était envahi. Et par derrière, ils ont pris le petit frère à mon père, pendant qu'il le faisait sortir. J'ai crié, papa, tu es vieux, sors. Tonton, sortez, vous êtes vieux, on va aller à la mission, ils ne vont pas vous tuer. Mon oncle a dit, ils ont pris mes frères par derrière. Et moi, je voulais les rejoindre. Ils voulaient sauter, ils ont monté sur le lit et ils l'ont pris, tellement qu'ils sont nombreux. Ils l'ont fait sortir. Mon père par derrière, ils les ont pris. Ils nous ont dit, allez-y. J'ai commencé à pleurer, à demander pardon. Il est vieux, laissez-le. Il y avait toutes sortes d'armes. Pistolets, c'est court, comme ça. C'est long. Même fossiles, qu'on prend pour couper du riz dans les bas-fonds. Fossiles, je vous dis, monsieur. Les fossiles. Et ils égorgent là. Par exemple, moi j'ai un arbre dans la cour de mon père. Et c'est sur la grosse racine de cet arbre-là qu'ils égorgeaient les gens. Jusqu'à présent, même après, l'arbre est encore là. Dans la cour de mon père. Ils ont dit, allez-y au Libéria si vous voulez. Parce que d'ailleurs, vous les guérez là. Vous êtes du Libéria. Et Diokwe Carrefour, là, sera notre champ de maïs. Nous, on nous a envoyés pour défendre Alassane. Appelez Gbagbo, il va vous sauver. Pendant qu'il disait ça, Dieu, ils sont tellement envahissants. Les guerriers crient pardonner. Et quand le guerrier dit pardon, c'est là même qu'il le tue. Et ce qui m'a marqué jusqu'à présent, même jusqu'à ce que je quitte Naïmli, jusqu'à ce que je quitte Diokwe, c'est devenu leur sonnerie. D'autres disent Kongé, Kongé, d'autres disent Kongé, Kongé. On dit quand on tue un guerrier qui pleure, il demande pardon, c'est intéressant. Et là, de la maison, moi, mon propre père savait des coups de machette. Mon père criait, mon le machetait. Mon oncle Zéa Gabriel savait fusil. Quand je demandais pardon, ne le tuez pas, pardonnez. D'ici vous n'allez pas, on va vous arroser vous tous. Mon oncle a dit, allez-y à mon émission. On n'a pas donné d'eau, ils l'ont tué.
Mon père par derrière, ils l'ont tué. Mon oncle, ils l'ont tué. Mon père avait ses 6 frères, ils sont 7. Puisque c'était les funérailles. Tous les hommes étaient là. Et de la maison à la mission catholique. Même les hommes qui sont couverts la tête, on les a tués de Carrefour jusqu'à la mission. Moi, le courant était coupé. Ils avaient coupé de l'eau. Donc moi, quand ils ont commencé à tuer dehors, que les guerriers demandaient pardon et qu'ils les tuaient, j'ai pris une corde, j'ai attaché mon pagne, comme ça, puis je laissé verser à la manière du village. Et quand ils ont dit, si un garçon fait sortir, on va boire le sang. J'ai pris un tricot comme ça, c'est sur notre rivière qu'on appelle Guémon, là que j'ai réussi à porter l'habit. J'avais soutien son nom. Ma fille, c'est en août passé que la petite a eu 5 ans. Je l'avais au dos. De là jusqu'à la mission catholique. Cadavre. Et un homme devant toi, on le tue. Tu as sauté son corps. Et c'est ce que j'ai fait. Si un homme derrière moi, on le tue. Jusqu'à ce que j'arrive à la mission catholique. De votre domicile à la mission catholique? À la mission catholique. Quelle est la distance? Combien de kilomètres ça fait à peu près? Ça peut faire au moins 1,5 km. Et les cadavres étaient jonchés toute la route? Toute la route. Au moins 1 mètre d'espace entre les cadavres ou 2 mètres? Pas 1 mètre. Ils tuent. Il y en avait plusieurs, ce qui est sûr. Il y en avait plusieurs. Et ils continuaient de tuer. Parce que ceux qui n'ont pas pris la combien le nombre que vous avez de cadavres traversés, vous pouvez les estimer à combien? Ils sont nombreux. Ah ouais. Ils sont nombreux. Parce qu'au premier temps, ceux qui n'ont pas voulu prendre la brousse, ils ont voulu prendre la voie normale comme les enfants et les femmes que nous sommes. Et tous ceux on les tuait. Même les collégiens, quand un collégien dit pardon, dit c'est vous là, demain quand vous allez réussir, vous allez nous mener la vie dure ici. Et tout ça on les tuait. Jusqu'à ce que j'arrive à la mission catholique. Avec ma mère, mes soeurs et les autres enfants. Mes frères, quand ça... Parce que déjà là, le 3 janvier, quand Flanizara a planifié la tuerie des guerriers à Katia Togei, Katia Guéré, déjà la nuit, quand ça continuait du lundi 28 au mardi dans la journée. Avant de poursuivre, qui est Flanizara? Flanizara, c'est l'actuel député de Diokwe. L'actuel député de Diokwe. L'actuel député de Diokwe. Député RDA? RDA. Okay. Et elle a été mise là de force par le gouvernement. C'est une dame? C'est une dame. Okay. Par le gouvernement actuel. Parce que vous faites, après les votes, il y a eu un trucage dans les sous-préfectures, Bapleu, Guézon. Ils ont confisqué les urnes des autres candidats. Donc après, Alassane l'a imposé comme ça. C'est elle qui est l'actuel député de Diokwe. Donc là, mes frères sont ceux qui avaient de la force, déjà qui ont vécu, ils savaient, ils ont pris la fuite. Ils étaient en brousse. Mais nous, j'ai cru vraiment que mes frères là étaient aussi morts. Sérieusement. Parce que tellement qu'ils ont tué les hommes. Tellement qu'ils ont tué les hommes. Arrivé à la mission catholique, il n'y avait pas de place. Déjà, ceux de Katia Togei, ceux de Katia Guéré, c'est eux qui avaient leur tente que HCR avait déjà donné. Les bâches de l'ONU. Et ce jour-là, mardi, il a plu. Il a plu. À partir de 18 h, il a plu. Cette pluie, on est resté là avec les enfants. Les femmes, on est resté sous la pluie. Où il n'y a pas tente, il n'y a pas seau, il n'y a rien. Jusqu'à ce que la pluie. Toute cette semaine, il a plu parce que c'était déjà la saison pluvieuse. Il a plu. Cette pluie, on a surmonté. Tout ce temps, la mission catholique, du 29 mars 2011 jusqu'en juin. Jusqu'en juin 2011, c'est en juin, parce que c'est en juin que le site de Naïbou est fini. Et puis, casse bleu, c'est les véhicules de casse bleu qui ont commencé à transporter les gens pour nous envoyer là-bas. Donc, tout ce temps, j'étais à la mission catholique. Avec les pleurs des parents, la faim. Parce que les organes, en tout cas, les ONG ne pouvaient pas passer pour dire qu'ils vont envoyer de la nourriture. C'était difficile. Quelqu'un est mort là, on le regarde.
le soleil, si c'est la pluie, si c'est le soleil, il noircit. Tant que les casques bleus ne sont pas venus le chercher, il est couché là. Parlant des casques bleus, pendant que les atrocités se commettaient, que faisait-il précisément? Il était là en train d'assister aux atrocités, ou bien il faisait des efforts pour les empêcher, ou bien il n'était pas présent dans la ville? Les casques bleus, aux premières heures, les casques bleus ils ont combattu du côté des autres. Parce que c'était 2 jours après, quand on était à la mission catholique, que le mandat de, je ne sais pas si c'est Choi, oui, était fini. Et puis ils ont mis la nouvelle dame. C'est là qu'ils envoyaient les Marocains pour nous surveiller. Parce que ceux qui étaient déjà là, et puis ça a commencé le 29. Après Choi, c'est l'Hollandais qui est venu. Voilà. C'est là qu'ils envoyaient les Marocains pour nous surveiller. Sincèrement, ces Marocains n'ont pas participé à cette aide. Mais ceux qui étaient là, et que les choses, et puis la Licone a trouvé, ils ont participé. Ceux qui étaient là, c'était de quoi? C'est les casques bleus. Oui, mais ils sont d'où? Puisque tu me parles de Marocains qui sont aussi des casques bleus. Donc les autres, c'était de quel qui étaient là, il y avait les Nigérians. Il y avait les Guinéens. En tout cas, c'était un mélange, mais il y avait plus de noirs. Il y avait plus de noirs casques bleus parmi les premiers qui étaient là. Et ces casques bleus-là ont combattu avec les rebelles. Ils ont combattu avec les rebelles. Du côté des rebelles. Du côté des rebelles, okay. Avec la Licone. Voilà. Les soldats français ont tué. Parce que c'est eux qui envoyaient les matos. C'est eux qui envoyaient les mortiers. À dire que nous, on ne connaissait pas tout ça. Mortier, dans l'armée, on dit mortier. Nous, on ne connaissait pas ça. Précisément, moi-même, je ne connaissais pas ça. Donc, c'est la Licone qui est venue, qui a envoyé le matos et qui a fait le travail. Donc, tout ce temps, j'étais à la mission catholique. Moi, avec les pleurs des parents, tout ce temps, j'étais malade au sein de la mission catholique. À l'hôpital général de Diokwe, c'est MSF qui était là-bas. Pendant que les 2 premiers mois, on était à la mission catholique, un guerrier ne peut pas aller à l'hôpital général et puis retrouver la vie. Jamais. Un guerrier va à l'hôpital général de Diokwe, c'est son cadavre. On le tue au sein de l'hôpital. On le tue au sein de l'hôpital. Pendant que Médecins Sans Frontières exerce était là. Un guerrier ne revenait pas. Et qui tuait? Ce sont des rebelles qui s'y rendaient pour tuer les malades ou c'est les on ne sait pas. Mais un guerrier va à l'hôpital pendant ces 2 premiers mois. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Et que faites-vous pendant ce temps? Vous cherchez à avoir de ces nouvelles? Vous allez à l'hôpital pour demander où se trouve votre parent ou votre ami que vous ne retrouvez pas? On ne peut pas sortir puisque les djoulas avec les FSI, chaque fois ils sont devant la mission catholique. Babo djou, à supporter djou. Sans djoula, guerrier ne mange pas. Appelez Babo maintenant, il va vous sauver. On va vous tuer tous. Même arrivé à un certain moment, ils ont forcé la porte, les dozos. Tous nos frères baoulés étaient en tenue d'ozo. Tous nos frères baoulés qui étaient à Diokwe, ils étaient en tenue d'ozo. Eux tous sont armés. Et eux aussi ils ont tué? Ils ont tué. À Kafou, ils ont tué. Parce que là, ils étaient déjà avec Amanda Ouremi de Koho. Donc quand la Licone est venue le lundi du 28 au mardi 29, que les Comores là, Amanda aussi et ses éléments sont là. Et dans les éléments d'Amanda, il y a des Ivoiriens? Des Ivoiriens baoulés précisément. Baoulés. Parce que jusque-là, on pense qu'Amadou Rémy n'est qu'entouré de ses frères burkinabés. Les baoulés ont combattu. Les baoulés étaient d'ozo. D'ozo. Et c'est pas s'ils sont FSI, mais tous les baoulés étaient en tenue d'ozo. Parce que là, à cause de la forêt, ils disent qu'ils vont tuer tous les guerriers et garder la forêt. C'était leur but. La présence des baoulés aux côtés des rebelles, c'était pour les intérêts fonciers. Intérêts fonciers. Puisque depuis 2002, la première guerre, tous les guerriers sont en ville. Toutes leurs forêts. Moi, mon père, il a sa forêt. Il a payé sa forêt il a sa forêt vers la frontière de Gowo où se trouve Amanda Ouremi. Mais tout ça depuis 2002, mon petit frère était macheté quand il a été. Jusqu'à présent, la cicatrice est là. Mais Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'il ne soit pas mort. Donc tout ce temps, j'étais à la mission catholique. Et c'est 2 mois après que AIBF a envoyé un gynécologue. Parce que les femmes, tout le monde était malade. Et puis avec un pédiatre. Parlant des femmes, lors des atrocités, n'ont-elles pas été victimes de viols? Les femmes ont été violées.
sérieusement. Les femmes ont été violées. De tous âges Tous âges. Les femmes ont été violées. Sauf les personnes vraiment âgées. Les jeunes dames, les jeunes filles. Les viols se commettaient sur la place publique ou bien dans les maisons, dans les domiciles? Non, ils prennent, dans les maisons, s'ils trouvent une femme, ils font sortir, il n'y a pas de garçon, femme qu'ils veulent, ils te remettent dans la maison avant de mettre feu. Ils te violent comme ils veulent, dis va. Si tu as eu la chance, les premières heures où ils n'ont pas tué les femmes. Et vous avez échappé au viol? J'ai échappé. Franchement, ça on laisse ce sujet. Je n'ai pas envie de parler de ça. Je n'ai pas envie de vraiment parler de ça. Donc tout ce temps, j'étais à la mission catholique. Et je vous dis que c'est 2 mois après, parce qu'il y a eu beaucoup de décès, les enfants mouraient, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, il y avait la maladie, l'exposition de toutes choses. C'est l'eau du barrage qu'on buvait. Il y a un grand barrage à Diokwe. L'ONU s'en va prendre de l'eau avec leur citerne, le gros camion. Ils envoient. Tu as un seau, tu as un bidon, tu as quoi, jeune barrique. On s'aligne et puis on nous sert à tout de rôle. Dans la suite de ça, tout le monde était malade. Et c'est 2 mois après que AIBF envoyait un gynécologue et un pédiatre au sein de la mission catholique. Et c'est là moi j'ai commencé à me traiter parce que je saignais au sein de la mission. J'avais tellement mal au bas-ventre. S'il y a petite nourriture, il faut donner aux enfants. C'est eux qui sont prioritaires. Et c'est là que j'ai commencé à me traiter. Et leurs médicaments, c'est Médecins Sans Frontières. Les médicaments de la couleur jaune, rose, bleu. Il n'y avait pas de flacon de médicaments. Vous allez, ils ont ces petites enveloppes comme ça. Tu as quoi? Tu dis ce que tu as, ça soigne tout genre de douleur. Et c'est ce qu'on prenait à la mission catholique jusqu'à ce qu'en juin. Parce que là, les prêtres qui étaient là étaient fatigués. Tout s'est passé. Les salles de toilette qu'ils ont fait avec des bois, tout ce qu'ils ont fait ne suffisait pas. Avec du monde. Du monde. Le monde qui se retrouvait dans ce camp de fortune au sein de la mission peut être estimé à combien de personnes à peu près? 1000, 2000? Plus de 3000. Plus de 3000 réfugiés au sein de la mission. Plus de 3000. Plus. Dans des conditions insalubres. Les Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières. Voilà, il y avait beaucoup. Il y avait Médecins Sans Frontières. C'est après que Save the Children l'a envoyé. Ils sont venus maintenant, comme les enfants mouraient beaucoup. La bouillie, au sein de la mission catholique, on appelait ça Gwenzin. C'est le soja, la poudre de soja. Ils faisaient la bouillie, ils mettent dans des brouettes. Ils ont formé des jeunes qui passaient devant les tentes parce qu'ils ont mis des médicaments dedans. Et ils servaient en fonction des normes des enfants. La nourriture dans une brouette. Ils mettent dans des casseroles et puis ils servent pour les enfants. Parce que les enfants mouraient. Ils avaient la diarrhée. Les enfants étaient malades. Pendant ce temps-là, le camp était gardé, la mission était gardée par les casses bleues. Voilà. Les Marocains casses bleues. Même dans le mois de mai, les FSI ont planifié quelque chose rien que pour rentrer la mission catholique. Parce que les guerriers, quand on a fait avril, mai, juin, en face de la mission catholique, il y a une place comme ça. Et les guerriers maintenant ont fait un petit marché pour les guerriers. Et dans le mois de mai, les FSI, les doulas de Diokwe, ils sont venus. Pourquoi vous ouvrez un marché alors qu'il y a un grand marché à Diokwe? Un guerrier ne pouvait pas aller au marché. Tu vas au marché, tu as donné ton argent. Moi, je ne sortais vraiment pas. Parce que ceux qui occupent la forêt de mon père nous cherchaient. Ils ont tué mon père. Mes frères, comme ils ne les ont pas vus, parce qu'il y avait déjà Kassoum qui était devenu chef de la plantation de mon père, du campement de mon père. Ces éléments étaient là, ils cherchaient mes frères. Et nous tous, on nous cherchait. Donc, on pouvait... franchement, je ne sortais pas. Mais un guerrier va au marché, tu as donné ton argent à une femme doula, elle ne va pas te donner la monnaie. Même marchandise que tu veux, elle ne va pas te donner. Appelle Babo, il va te nourrir. Et tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre parce que FSI est là. FSI est là pour eux. Donc, les guerriers ont... Avec l'aide de... ils ont demandé ça auprès, s'y prier parce que... En tout cas, ce monsieur, il a beaucoup fait pour les guerriers. Il y avait un autre prêtre guerrier, mais lui, il est âgé.
Mais c'est le prêtre Cyprien, Père Cyprien, qui était vraiment là, disponible pour les guérir. C'est lui qui faisait tout. Et il y a un soir, ils ont mis feu au marché. Avant de mettre feu, les femmes malinquées sont venues avec des brouettes ramasser toute la marchandise des guéris qui était sous les tables. Le marché, il est distancé du... C'est la route qui se passe au-delà. Juste voilà, devant. Okay. Juste devant. Sur le trottoir. Voilà, pour ne pas que les guéris aillent loin. Parce qu'ils sont exposés. Tu ne peux pas aller à la gendarmerie. Responsable des gendarmes même, c'est... Et tout cela, c'est entre eux. C'est pour eux la ville. Mais pendant ce temps, qui a provisionné ce marché-là? Qui envoie la marchandise pour que ça soit vendu sur ce marché? Bon, il y a des femmes, en tout cas, vraiment, elles, d'autres, je ne sais pas. Ça quitte dans des villages, puis ça vient. Quand les femmes du Long, si on voit ça en gros, sur place, parce que là, comme les guéris sont internés à la mission catholique, le marché aussi ne bougeait pas, le grand marché ne bougeait pas comme avant. Donc, c'était obligé d'envoyer leurs marchandises là, pour livrer ça en gros. Non, les femmes guéris prennent ça et revendent entre elles. Je vois et la nourriture qui marchait plus là-bas, c'était de la banane braisée. Parce que chez nous, la banane est beaucoup. Et puis aussi, c'était son temps. Donc, c'est ce que... Et ils sont venus avec des brouettes. Comme ils ont interdit aux guéris d'aller au grand marché, leurs marchandises ne s'achetaient plus. Donc, ils venaient maintenant vous revendre ça en gros. Pour que vous revendiez entre nous. Voilà, entre nous. C'était comme ça, le marché des guéris marchait bien. Tout allait parfaitement. Mais pourquoi elles revendaient en gros? Elles pouvaient vendre aussi en détail, non? Elles ne veulent pas. Je ne sais pas, mais... Elles ne peuvent pas perdre le temps devant. Voilà. Devant, parce que Guéret, déjà, il est interné à la mission catholique, il ne peut pas aller acheter quelque chose là chez une femme doula qui est assise là. Non, ça seulement non. Donc, ils ont mis feu. Quand ils ont pris toutes ces marchandises, ils ont mis feu. Les marchandises qu'elles ont vendues encore là? Elles sont venues prendre avec des brouettes. Ils ont pris toutes les marchandises avant que les hommes ne mettent feu à ce marché. Parce qu'ils ont fait ce marché avec la paille, les pailles, voilà. Ils ont mis feu. Là, ils ont dit que c'est après quand le marché est brûlé sans que les casques bleus n'aillent intervenir au lieu qu'ils sont venus le lendemain devant la mission catholique en groupe avec des injures pour dire si les casques bleus venaient nous empêcher de brûler le marché, on allait rentrer dans la mission pour vous tuer tous. Ah, donc c'était une astuce. Voilà. Pour rentrer, avoir... voilà. Brûler le marché, c'était un moyen pour pouvoir entrer. Les casques bleus s'éloignent. Là, comme ça, la porte allait rester là, sans gardien, et ils allaient rentrer. Mais là, quand ils ont commencé à mettre feu, les casques bleus sont restés en place. On était allé envoyer la flamme, mais les casques bleus sont restés en place et ils ont appelé renfort. C'était de la diversion. Voilà. On crée un incendie en face pour distraire les éléments qui sont en faction devant le camp. Oui. Pendant qu'ils vont éteindre le feu, d'autres s'introduisent dans le camp pour commencer les tueries. Pour commencer les tueries. Mais les casques bleus, ils ont appelé, ils sont restés là. Ils ont appelé. Alors que le site des casques bleus est sur la route d'Abidjan, derrière encore Carrefour. À la rentrée, le temps que les autres prennent leur véhicule pour venir, le marché était déjà à plat. Puisque c'est en paille. En paille. Et on est resté là, le marché brûlé. Mais quelques temps après, on a repris. C'est ainsi qu'en juin, ils ont commencé, le site est fini, on est allé sur le site. À Naïmbi. À Naïmbi. Suite aux atrocités qui ont eu lieu à Diko Carrefour, on a dénombré un certain nombre de charniers et de morts. Avez-vous une idée précise, sinon estimative, du nombre de charniers qui ont été faits, ainsi que du nombre de morts qui ont eu pendant cette période-là? C'est la Croix-Rouge qui a ramassé les cadavres. C'est la Croix-Rouge qui a ramassé les cadavres. Et c'est l'ONU qui avait convaincu la Croix-Rouge à donner un nombre de 817 morts. Mais je vous dis que ce n'est pas vrai. Devant la cour de mon père, c'est là se trouve le plus gros charnier. Et ce plus gros charnier a 5 fosses septiques.
C'est la machine qui a creusé. Sur la route de 3-0, il y a un charnier. Au même carrefour, vers l'église Assemblée de Dieu, il y a une vieille station qui est là. Il y a un charnier. En quittant Carrefour, la rivière Guémont, là, il y a un charnier. Il y a 4 charniers. Le quatrième est situé où? Quatrième, c'est lui qui est... lui n'est pas gros, c'est lui qui est vers Assemblée de Dieu, l'ancienne station. Parce que tellement les gens sont morts, tellement qu'ils les ont tués. Vous ne voyez pas... Pour ramasser les cadavres, ils ont mis des cordes à leur cheville parce que les corps étaient déjà décomposés, enflés. Tremballé, un cadavre qui est déjà enflé de loin. Donc il y a eu charnier sur la route de 3-0, charnier vers l'Assemblée de Dieu de Carrefour, charnier devant la cour. Et le terrain qu'ils ont pris pour faire le plus gros charnier de Carrefour, c'est pour la petite soeur de mon père. C'est elle qui suit mon père. Et tout le terrain, ils ont pris pour faire charnier. Avez-vous une idée de ce charnier qui est sur votre terrain familial? Une idée du diamètre ou de la profondeur? Vraiment? Vous n'en savez rien. Mais c'est tout le terrain qui est occupé. Okay. Tout le lot. Parce que c'est un lot, elle avait déjà mis du sable et les graviers pour pouvoir faire les briques et puis construire. Et tout ce lot-là est devenu charnier. Et le nombre de morts, vous avez estimé à combien? Plus de... Dans ce même charnier? Non, dans tout Diokoué, pendant cette période. Plus de 4000. Plus de 4000 morts. Plus de 4000 morts. C'est pas 817. Et la plupart de ces morts sont des hommes morts. Ce sont des hommes. La guéris. Plupart, c'est des hommes guéris. C'est des guéris. C'est des guéris. C'est des guéris. Mais tout à l'heure, tu as dit que l'ONU a convaincu la Croix-Rouge pour dire que c'est 800. Donc, c'est l'ONU qui a dit de ne pas dire le nombre de morts. Oui. Donc, il y a une complicité entre l'ONU, FI et la Croix-Rouge. L'ONU, c'est l'autre, comment on appelle, Choy qui commande. Même j'étais à la mission catholique. Quand Choy devait venir à la mission catholique, ils n'ont pas averti. Quand ils ont arrêté Gbagbo, quelques jours après, Choy est venu à Diokoué. Pour dire, pour exhorter les guerriers, non, ce qui est fait quand quelqu'un d'autre vient accepter le mais non, ils ne nous ont pas avertis à la mission catholique que Choy venait. On était là et on attend, on voit les FSI qui chassaient les gens pour que... Mais quand il est rentré, les femmes, si c'est pas une, tu as attaché, tu enlèves pas une. Si c'est quoi Dieu elles ont mis, il n'a pas fait 5 minutes de sortie de la mission catholique. Ah, les femmes se sont mises nues. Elles se sont mises nues. Se sont mises nues. S'il y a des familles même, personne n'est resté. Il a été maudit dans le... Il a été maudit. Okay. Il n'a même pas fait 5 minutes, ils l'ont fait sortir, il est parti. Donc, c'est celui qui commande. Donc, 817, le chiffre là, parce que c'est la Croix-Rouge qui a ramassé les cadavres. 817, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est pas vrai. J'étais... Pour la première fois que je suis arrivée au Carrefour, étant encore à la mission catholique, c'est dans le mois de juin, lorsque les ambassadeurs du monde étaient venus. Parce que là, je savais que devant ceux-là, on ne pouvait pas tuer. Et c'est l'ambassadrice de l'Afrique du Sud qui les coiffait. Je l'ai vue. C'est ce jour-là que je suis arrivée au Carrefour pour la première fois depuis le 29, les FSI, ils m'ont fait sortir de mon quartier. Quand ils se sont arrivés sur le charnier, le plus gros charnier qui est devant la cour, en face de la cour de mon père, il n'y a pas un ambassadeur ou bien un étranger qui est venu, un journaliste qui n'a pas coulé les larmes. De là, ils sont partis dans l'hôpital. Parce que les traces du charnier sont visibles. Sont visibles. Parce que là, quand ils ont creusé, ils ont mis les gens. Quand ils ont mis le sable, le temps passe, la terre là s'est enfoncée. Donc, on voit les traces du trou. Donc, quand les ambassadeurs venaient, les traces là étaient là parce que là, il pleut à chaque fois. La terre, les gens ont pourri, donc la terre est rentrée. On voyait vraiment. C'était des ambassadeurs qui ont envoyé les machines qu'on met pour donner le nom. Non, ça c'est un autre groupe qui a envoyé. Ils mettent sur chaque trou, ils mettent les machines. Et le nombre de cadavres sort. Et
Eux, ils ont pu donner le nom de cadavres. Ils n'ont pas donné. Ils ont gardé Mais chacun remuait sa tête. Chacun remuait sa tête. Chacun remuait sa tête. Et puis il s'en va. Et il s'en va. Et gardait le silence sur le nombre. Oui. Et c'est dans le même mois de juin, j'étais encore à la mission, qu'ils ont fait appel. Il y a un autre groupe qui est venu, qui a fait appel aux femmes veuves, toutes les femmes veuves qui ont perdu leurs parents, leur mari dans cette guerre. Et c'est à la mairie de Diokwe qu'on les recevait. On prenait 5 femmes. Ces experts-là sont en haut, avec les journalistes, tous l'ont dit, il y a des avocats qui sont venus, sont à l'étage. Et ils font rentrer les femmes. Mais c'est de la même manière comme les gens sont rentrés à la mission catholique, à Carrefour, la même manière ils ont commencé à tuer. Quand ils sont venus, c'était pour faire au moins 2 semaines. Mais ils n'ont pas fait 5 jours. Ils n'ont pas pu, ils sont partis. Pourquoi? Parce que les femmes, celles qui ont perdu leur mari, ne pouvaient pas retenir les larmes. Et puis c'est de la même manière qui a tué. On dit qui a tué, comment ils sont rentrés. On dit comment ils sont rentrés. Et comment ils tuaient, comment ils sont. Pour récapituler un peu, hein, Oui. moi je m'intéresse un peu au rôle joué par l'ONUFI à Diokwe pendant que les massacres se commettaient. L'ONUFI au départ était du côté des rebelles. Des rebelles. A combattu avec les rebelles, l'armée loyaliste, oui. Et a participé au massacre des populations guerrées Oui. au sein de la ville. Oui. Et après, il y a eu un relayement de ces éléments-là par d'autres éléments de l'ONUFI Oui. qui, eux, ont commencé à protéger juste les réfugiés dans le camp. Dans le camp. Au sein de la mission catholique. Oui. Voilà, en résumé, l'action de l'ONUFI ouais. pendant la période des atrocités à Diokwe. Oui. Et pendant les premiers temps, quand j'étais à la mission catholique, parce que c'est dans le village de Baé que la petite soeur de ma mère a été tuée avec sa dernière fille et son petit-fils qu'elle avait au dos. Parce que les Baoulés sont d'Ozo. Les Burkinabés, ils étaient en brousse avec des chiens. Il y a longtemps qu'ils sont chez nous à Diokwe, dans la région. Ils s'expriment bien en guéré. Ils sont en brousse. Parce que les guérés qui ont pris la fuite, ceux-là sont en brousse. À 6 ans, à Ogigno, à Debaoboumou, ça veut dire quoi? Venez, ceux qui vous tuent, là, ils sont partis. Pendant que c'est eux-mêmes qui sont en train de dire aux guerriers qui sont dans leur cachette. Et quand tous ceux-là sortent, ils les tuent. C'est comme ça ils ont tué beaucoup en brousse. Les Baoulés. Les Baoulés, qui comprenaient bien le guéré, qui parlaient bien le guéré. Oui, oui, les Baoulés. Et puis ces Burkinabés qui sont en tenue d'ozo, ils avaient des chiens, ils étaient en brousse. Et c'est ainsi qu'ils ont tué plein d'hommes en brousse. Moi, mes frères, il y a d'autres qui ont fait 1 semaine, 2 semaines. Même mon dernier petit frère, cette année, qui est en 6e, il a fait 1 mois jour pour jour en brousse. On a cru qu'il était mort. Mais c'est une femme qui l'a recueilli. Une femme qui a pour beau gendre Baoulé. Et ce Baoulé-là était, lui, en tout cas, c'était la première fois de voir un Baoulé quand même qui a hébergé. Et puis mon petit frère n'était pas le seul. Il y avait d'autres enfants. Parce qu'il a marié femme guérie. Ses propres frères le menaçaient de mort et c'était obligé d'envoyer les enfants. 1 mois jour pour jour qu'on a retrouvé mon petit frère. Okay. Je pense que nous avons cerné un peu le tout de la question s'agissant des atrocités qui ont eu lieu à Diokwe du 28 Diokwe Carrefour du 28 mars 2011 au 30. Non, jusqu'en juin 2011. Ok. Et pendant que j'étais encore à la mission, c'est même FSI, quand ils viennent devant la mission catholique pour nous insulter, pour dire qu'ils vont nous tuer, ils disent, vous allez voir, de la même manière, ils ont fait au Rwanda, sous les yeux de l'ONU, c'est ce qu'on va vous faire si vous êtes sur ce site-là. Et des gens parlaient du trou qui était, parce que le domaine de Tungara fait juste derrière la clôture du nouveau site de Naïmbli. Et déjà, on parlait de comment on va nous tuer, les guerriers, quand on sera sur le site. Je n'ai pas saisi quelque chose. Quand vous étiez à la mission catholique, oui, et que l'ONUFI dit que, étant donné votre nombre important, on va vous mettre sur le site de Naïmbli. Et c'est pendant ce temps oui, que
que les gens, les agents de FSI. Et puis les douleurs, quand ils viennent, voilà, vous dites, bah, Dieu a supporté Dieu. Puis ils disent, de la manière, ce site-là, quand vous allez partir, ils disaient qu'il y avait des miliciens au sein de la mission catholique. Donc quand ils vont nous déplacer, ces mêmes miliciens vont aller sur le site. Alors que mais il n'y avait pas de miliciens. Donc de la même manière, ils ont fait au Rwanda, c'est ce qu'on va vous faire. Quand vous serez sous le site, sous les yeux de l'ONU, on va vous tuer. Et c'est dans ce même temps que Tungara, quand Adama Tungara a reçu tous les trésors de l'Afrique de l'Ouest, messieurs. Il l'a reçu à Diokwe. Chez lui. Chez lui à Diokwe. Chez lui. Parce que son domaine est... Et derrière voilà, le site. C'est chez Adama Tungara, c'est lui qui a reçu tous les trésors de l'Afrique de l'Ouest. Parce que pour eux, les trésors, c'est des combattants. Pour eux, les trésors, c'est leurs combattants. Même Poro, là, ils avaient ça, de Korogo. Ils avaient ça. Et ils ont fait le défilé de chez lui jusqu'à aller sur la route de Mans, vers le barrage là-bas. Ils tiraient dans tous les dozos avec tous leurs fétiches qu'ils avaient, avec tous leurs masques qu'ils avaient. Tous les dozos. Ils faisaient toutes leurs manifestations. Ils prestaient. Sous la présidente de Tunkara. De Tunkara. Ils avaient toutes les armes qu'ils pouvaient avoir. Il y a un fait sur lequel je voudrais que vous interveniez. Lors des massacres, qui est-ce qui tuait? Est-ce que c'était seulement des FRC ou les rebelles qui tuaient les guerriers? Ou bien à ces FRC et rebelles se sont aussi mêlés des populations malinquées pour tuer aussi les guerriers? Les malinqués, c'est les malinqués qui montraient du doigt. Voilà, à ceux. Voilà. Les civils, ça veut d'indiquer. Voilà, c'est eux qui indiquaient. Ils n'ont pas participé aussi au massacre? Non, eux, ils ne sont pas armés. Ils sont pas, tous ceux qui sont venus, les Comores, les FSI qui sont déjà là, ils étaient entrés. Mais seulement, beaucoup étaient en lequel. Mais j'ai quand même vu une vidéo sur YouTube où quelque part, des populations civiles massacrées aussi. Oui, mais ça... Oui, ils ont massacré, la population civile a plus massacré, c'est le 3 janvier. Le 3 janvier. Oui, c'est ce qu'elle disait, il y a eu 3 événements. Le 3 janvier, la première fois qu'ils ont brûlé Diokwe, sous la direction de Flanizara, député de Diokwe. Là, ils ont dit que c'était un braquage. Voilà, voilà. C'est là la population a plus tué les guerriers. A plus tué les guerriers. Maintenant, voilà, pour Carrefour, ça c'est les rebelles. Voilà, c'était déjà entrahis. Tous ceux qui sont venus comme les Comores, ils sont entrahis. Pour les événements du Carrefour, voilà. Les civils, eux ils indiquaient. Malinqués, RDR et autres. Mais ils indiquaient qui les autres avaient pour mission tuer tout le monde. Ils indiquaient. Il y a les Yakuba. Il faut préciser que dans le quartier Carrefour, aucun Yakuba n'a été tué. Toutes les maisons des Yakuba, ici Yakuba. D'accord. Ici Yakuba et Yakuba Tanti. Il y avait une éducation à l'entrée. Oui. Dans tout Carrefour, parmi tous les hommes, et Yakuba n'est. Il avait quoi comme signe? Les autres ethnies, à part les guerriers. À part les guerriers, parce qu'il dit guerrier c'est guerrier. Il avait quel signe pour se faire distinguer? Il parle le Yakuba. Même dans le groupe que j'étais, arrivé sur Guémon là, ils ont pris parce qu'il y a un jeune guerrier, on est à l'église ensemble. Tout ça, Daniel, il a marié une femme Yakuba. Donc quand ils les ont pris, et c'est elle qui a commencé à parler le Yakuba, elle dit ce sont mes parents, elle a commencé à parler en Yakuba et on les a laissés. Sinon ils allaient les tuer aussi devant moi. Donc les Yakuba, un Yakuba n'est mort dans cette histoire. Ok, merci. Vas-y. Oui, donc c'est Tungara, Adama Tungara qui a reçu tous ces dozos-là. Comme sont leurs combattants et qu'ils ont déjà combattu, c'était pour les féliciter. Et c'est lui qui les a reçus. Ils ont tué des bœufs, ils ont presté de chez lui jusqu'au barrage et ils sont allés faire des sacrifices.
Ils tiraient partout dans la ville. Ça a été un défilé pour eux. Ils avaient tous leurs masques, tous leurs fétiches qu'ils avaient. En fait, c'était pour... Comme ils étaient déjà des vainqueurs, Gbagbo est quitté. Donc, ce sont des combattants pour eux. Il fallait vraiment les réunir et puis bon, leur dire merci. Et après ça, ceux qui sont venus d'ailleurs sont retournés. Et ceux qui sont sur Adiokwe sont restés là et continuaient leur boulot. Et à chaque fois, les FSI, quand j'étais à la mission, les FSI, ils font leur meeting les matins de la même manière que les militaires, les corps habillés font leur réchauffement, voilà, leur sport. Et tout en doula. Tout en doula, tout en doula. Quand tu regardes, tu pleures en même temps et ça te fait mal. Parce que, voilà, c'est Ikele Blakofe. A Blanyoma. Aïe Browi. Aïe Browis. Aïe patron Bognan là. Ça c'est comme ça. Aïe patron Bognan. Patron Bognan ni frère. Eux ils font sur les fesses parce qu'ils ne savent rien. Parce que c'est des gars qui ne s'expriment jamais en français. Tout est en doula. Donc c'était dur et très dur pour nous. Surtout pour moi. Vous étiez dans le camp de réfugiés de Naïbli, à Diokwe, le 20 juin. Le 20 juillet. Donc vous étiez dans le camp de réfugiés de Naïbli, à Diokwe, le 20 juillet 2012. Vous viviez depuis un temps. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, en réalité, quand on était dans le camp de Naïbli, on se croyait en sécurité. Parce que l'ONU, s'y nous gardait. Parce qu'ils ont fait des escaliers, des maisonnettes en haut comme ça, et puis des gens caméras, ils sont là, quand il y a quelque chose de loin, ils voient. Et là, ils ont monté une tour de contrôle. Voilà. Donc les organismes là qui nous suivaient à la mission catholique déjà étaient déjà en place et on continuait la vie. Sincèrement, moi je croyais que c'était une sécurité parfaite. Bien vrai, même qu'on nous disait qu'ils allaient nous tuer et qu'il y avait déjà pas mal de nombre de surveillants casse bleu, on croyait vraiment que ça allait être la sécurité. Mais le pire, le 20 juillet, ce qui s'est passé le 3 janvier, ce que Fanizara a planifié, c'est la même chose qu'ils ont fait. C'est à Coco Monkrel qu'il a eu des tirs ce jour-là, le 20 juillet. Ils ont fait exprès, ils ont tiré à Cocoman. Pour dire que c'est des jeunes miliciens qui sont à sur le site, qui sont partis braquer et qui ont tiré. Et les dozos, les FSI, ce jour-là, la population malinquée était là. À 5 h du matin, ils ont encerclé le site. Et ils ont commencé à tirer. Vers les 6 h, ils ont commencé à tirer. Ils ont déjà encerclé le site. Personne ne pouvait sortir. Et vers les 6 h, le préfet de Diokwe, Benjamin Afori, son nom de famille, Benjamin, il était là. Le sous-préfet de Guéyebi était là. Le sous-préfet de Guézon était là. Le responsable de l'ONUCI, dit FSI était là. De l'ONUCI aussi était là. Mohamed, quelque chose comme ça. Il était là. Et tous là, ils étaient au grand portail. Et c'est ceux-là qui empêchaient les guerriers de sortir, surtout les hommes. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Et le sous-préfet de Guéyebi lui-même avait un bois en main. Lui-même, il ensommait les guerriers qui sortaient. Parce qu'il dit qu'il y a des miliciens au sein du site. Et c'est ce jour ils ont commencé à mettre feu à ces temples-là. C'est des bâches. Une fois on met feu, le caoutchouc il brûle. Ils ont tué ce jour-là. Ils ont tué les dozos, les FSI et puis la population même. Sous les yeux du préfet de Diokwe. C'est un baoulé. La population y a participé cette fois-ci. A participé cette fois-ci. Et que faisait l'ONUCI pendant ce temps? L'ONUCI était là. Et l'ONUCI a failli défendre les guerriers. Mais c'est le préfet, M. Benjamin Afori, qui a dit non, c'est lui qui est le chef. Le chef, ce qu'il dit, c'est ce qui va se faire. Donc c'est lui qui a ordonné que l'ONUCI ne participe pas. Donc c'est lui qui a ordonné le massacre. Voilà. Benjamin Afori, mais actuellement, ils l'ont enlevé à Diokwe, ils ont emmené un autre. C'est un baoulé.
Et ce jour-là, ils ont tué. Ils ont tué, ils ont tué et ils ont tué. Ils ont tué, ils ont tué et ils ont tué. À combien de morts estimez-vous tous ces cadavres-là? Et ils parlent de 6 personnes, ils parlent de 9 personnes, ils parlent de je ne sais combien de personnes, mais il y a eu plus de 200, plus de... Franchement, parce que ces jours-là, il faut... C'est sauve qui peut. Moi, jusqu'à présent, j'ai mal à l'épaule parce que je tenais ma fille. Ces jours-là, j'étais tombée. Il faut courir pour aller où? Ça, les tentes brûlent ici. Ça brûle ici parce que c'est collé. Jusqu'à présent, même, j'ai été hospitalisée à l'hôpital de Longjumeau. Voilà. Jusqu'à présent, mon épaule me fait mal parce que ce jour-là, j'étais tombée. On va couper la partie. Ouais. Donc, ces jours-là, ils ont tué. Et c'est à la suite de ça que moi, je suis... Bon, comme je ne peux pas aussi dire ce que mon mari est, c'est à la suite de ça que quelqu'un m'a aidé. Je suis venue à Abidjan. Et là, j'étais malade. Comme tu dis là, ils ont tué. Il n'y a pas eu de viol ce jour-là. Il n'y a pas eu de viol ce jour-là parce que personne n'a eu le temps de violer parce qu'il y avait du feu. La flamme partout, ils ont brûlé les tentes là. Les tentes sont collées. Une fois l'autre prend feu forcé, ça arrive là. C'est ainsi que tout le site a été brûlé. Mais, donc... Même la clôture était en bois. Oui. Et ceux qui ont pu s'échapper, parce qu'il paraît qu'il y a eu des gens qui étaient blessés, qui étaient allés à l'hôpital, et d'autres personnes qu'ils ont pris prisonniers, bon, on a vu par la suite que finalement ils les ont tués tous. Hein. Oui. Les massacres qui ont eu lieu dans le camp de Naïbli, est-ce que ces massacres-là se faisaient sans distinction des sexes? Est-ce que les femmes ont été massacrées systématiquement? Non, les hommes. Ou bien c'est toujours les hommes qui étaient recherchés? Les hommes, c'est les hommes. Sincèrement, les hommes. Il n'y a pas eu de femmes. On a aussi vu des images où il y avait un bébé qui était couché. Les hommes, oui, parce que les femmes... Elles dormaient. Voilà, on dormait. Donc, beaucoup de femmes n'ont pas eu le temps de prendre leur bébé. Sincèrement. Et puis comme elles ne sont pas prises pour cible, mais celles qui sont dans la fourrière, tu peux tomber, ça c'est... Tu peux tomber. Mais même il y a eu des femmes, le feu a pris comme ça. Bon, c'est difficile, monsieur. Suite au massacre dans le camp de Naïbli, est-ce que les FRC ont fait des prisonniers? Ou bien ils n'en ont pas fait, mais ils ont voulu tuer systématiquement? C'était mort ou vif, c'était ça l'objectif de cette attaque. Ceux qu'ils ont pris, ils les ont tués. Donc, ils ont fait des prisonniers qui ont été massacrés par la suite. Ils les ont tués. Ils les ont tués. S'agissant de ce massacre dans le camp de Naïbli, est-ce qu'il y a eu des charniers qui ont été faits aussi pour ce massacre? Dans ce trou qui était entre le domaine de Tungara, Damant Tungara, et le site, il y a là un charnier. Un charnier pour les victimes du camp de Naïbli? Oui. Il y a eu un charnier, c'est parce qu'ils ne veulent pas en parler. Il y a eu un charnier. C'est parce qu'ils ne veulent pas en parler. Même les charniers de Carrefour, ils ne parlent jamais de ça. Si ce n'est pas nous les guerriers qui avons vécu, ou bien les experts, les journalistes qui sont partis, qui ont vu. Sinon, eux-mêmes, le gouvernement ne parle jamais de ces choses. Jamais. Jamais. En tant que rescapé, aujourd'hui, maintenant tu n'es plus en danger, qu'est-ce que tu souhaiterais? Attends, on va revenir sur ta question, hein. Tu vas la reposer. Mais j'ai une préoccupation. Tout à l'heure, vous avez dit que l'ONUCI a assisté au massacre suite aux injonctions du préfet qui a dit que celui qui commande la ville, alors c'est son ordre qui doit être exécuté. Mais est-ce que l'ONUCI réellement était sous l'ordre du préfet? Est-ce que l'ONUCI avait vraiment l'envie de protéger les réfugiés? L'ONUCI, les éléments qui étaient là avaient l'envie de vraiment protéger. Mais ils n'étaient pas sous l'autorité du préfet, ils étaient sous l'autorité de leur... Mais leur responsable aussi était là. Le responsable de l'ONUCI des Casques Bleus était présent avec le préfet, M. Benjamin Afori. Ils étaient là. Le responsable de l'ONUCI était là. Oui, mais ce que je voudrais savoir, l'ONUCI n'est pas sous le mandat du préfet. Donc même, eux, ils ont pour mandat
des Nations Unies de surveiller ce camp-là, qui a été construit par le HCR qui leur a été confié. Même si le préfet l'empêche, ça ne lui dispense pas de donner l'ordre à ces éléments d'intervenir, puisqu'il y avait plusieurs contingents et papiers dans la région. Est-ce qu'il, lui, il a essayé de téléphoner à ces éléments-là qui sont venus en secours? Ou bien parce que le préfet dit non? C'est les gens, ils travaillent ensemble. Aujourd'hui, je pense plutôt qu'il y a une complicité entre l'ONUCI il y a une complicité, ils travaillent ensemble, oui, oui. Juste peut-être des individus ONUCI ont manifesté leur envie peut-être de secourir c'est pas possible que soit sous l'ordre les réfugiés. Et c'est suite à leur envie manifestée que le préfet a eu à intervenir. Mais en réalité, je pense que dans le fond, il y a une complicité. Ils travaillent ensemble, c'est les mêmes. Il y a une complicité d'action dans le cadre de ce massacre-là. Okay. Tu es une rescapée, tu as eu beaucoup de parents morts, des amis, tout ce monde. Et tu as vu comment ça s'est passé à Diokué pour les autres familles. Quel commentaire fais-tu de cela? Qu'est-ce que tu aimerais voir réaliser pour que tu sois, puisqu'on parle de réconciliation. Toi, tu as vécu en direct. Nous autres guerriers, on a perdu des parents, mais on n'a pas vu. Dans ce cadre-là, quel message tu donnes? Ça, vraiment, je veux vraiment que la justice soit faite. Parce que c'est comme si les princes, ils sont à terre et puis c'est les esclaves qui sont sur les chameaux actuellement. Ceux qui ont tué sont innocentés. Et ils sont en liberté totale. Et ceux qui n'ont rien fait, c'est eux qui sont en prison. Et ceux qui ont vécu vraiment des faits, pour Abobo, moi j'étais à Diokué, mais pour Abobo, ça a été planifié. Il est là à Mamba. Et c'est ça qu'on brandit aujourd'hui. Pour moi, je veux vraiment que justice soit faite. Donc tu n'es pas prête pour la réconciliation? Réconciliation, non. Il n'y a pas de réconciliation. Tant que les innocents sont en prison, ils sont en train de périr, ils sont en train de mourir, de souffrir, et on parle de réconciliation comme ça, sur le temps, non, 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 il n'y a pas de réconciliation. Quand tu dis les innocents, c'est qui les innocents pour toi? Les victimes, les Ouers, ou bien ceux qu'on accuse, par exemple, le camp Gbagbo, ou bien les jeunes Ouers qu'on a emprisonnés. Qui est innocent? Les jeunes Ouers, le président Gbagbo, parce qu'il n'a pas tué ce monsieur. C'est pas lui qui a tué. Parce que quand ils sont venus à Carrefour pour nous mettre dehors, le jour où on a tué mon père et ses frères, on dit appelez Gbagbo maintenant. Pourquoi vous les guerriers là, vous êtes têtus comme ça? Gbagbo il vous a donné quoi pour manger? On dit de quitter ce monsieur, de ne pas le voter et vous le votez. Même les pièces d'identité qu'on a eues au temps de Gbagbo, jusqu'à présent, avant de venir ici, c'est les éléments de la Croix-Rouge qui ont ramassé les cadavres. Il y a des jeunes dedans qui m'ont reconnu, qui m'ont envoyé la carte verte. Les cartes du temps de Bédier. Parce que les cartes qui ont été faites, les cartes oranges, j'avais ça. Il fallait ça pour voter Gbagbo, j'avais ça. Mais tout ça, ils ont ramassé, ils ont brûlé. Donc pour moi, il faut que la justice soit faite. Que ces innocents qui sont en liberté, qui sont en prison, soient libérés d'abord avant que la peine se fasse. Ils ont tué pas mal de gens. C'est pas normal que les innocents soient enfermés. Ils sont en train de continuer de les empoisonner, de les tuer. Et puis, on parle de réconciliation. Jamais. Il y a un fait que je voudrais savoir. Après la destruction du camp de Naïbli, où sont partis les réfugiés? Comment ils se sont organisés? Ça a été une dispersion dans tous les sens. Ça a été une dispersion, le guerrier était obligé. Et vous-même, vous étiez dans quelles conditions finalement? Vous avez regagné la brousse? Vous étiez hébergé par quelqu'un? Hébergé par quelqu'un parce que moi, mon mari est... Ce qu'il fait, tu peux dire. Mon mari est pasteur. J'ai été hébergé par des chrétiens. Mon mari est pasteur. Parce que là, au Carrefour déjà, moi j'avais... À l'église Christiani Céleste, tous ceux qui ont fui pour aller là-bas le mardi 29, croyant que c'est une église, ils vont trouver refuge avec leurs dévanciers, avec leurs pasteurs. Tout cela a été exterminé. Donc pour moi, mon mari est pasteur. Et je suis de Diokué. Je suis né là, j'ai grandi là. Mon mari aussi est de Diokué. Donc si je ne me cachais pas, et avec la forêt de mon père, parce qu'à cause du travail ecclésiastique de mon mari, je détenais les documents
de la forêt de mon père. Mais jusqu'à présent, je ne sais même plus, parce que tout a été brûlé. Je ne sais même plus où est-ce qu'il se trouve. Et tous ces Burkinabés qui sont dans les forêts sont encore là-bas, donc je ne pouvais pas. Et c'est des chrétiens qui m'ont aidé, cotisé et puis payer mon transfert. Je suis venue à Abidjan. Pendant que j'étais là-bas, mon mari était à Zaguié. Et il a fait 1 mois en brousse. Il était à Zaguié. C'est à cause de ça, aujourd'hui, ses patrons étaient obligés de l'enlever à Zaguié et l'emmener encore dans la région de Madame Gbagbo. Et encore là-bas, c'est le même problème. Je n'étais pas envoyé mon mari, moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici. Merci. Merci. Mais ne pleure pas, ça ira. Comme vous pouvez le constater vous-même, tout à l'heure, vous m'avez posé une question pour savoir pourquoi est-ce que je recherche toujours des preuves. Pourquoi l'ADEF continue, persiste toujours dans son engagement de défendre les web. Parce que vous voulez défendre Gbagbo. Non, ce n'est pas parce qu'on veut défendre Gbagbo. Mais ne soyons pas plus réalistes que le roi. Même, elle vient de le dire, les victimes sont toujours persécutées. À cet instant où nous parlons, le Ouai toujours continue de mourir. La Côte d'Ivoire continue de sombrer. D'ailleurs, pas plus qu'une semaine, celui-là même, un de nos cadres, Mangaé, qui a été emprisonné au nord et empoisonné, torturé jusqu'à mourir, vient de décéder sous vos yeux. Comment voulez-vous, avec tout ce que nous subissons, qu'on baisse les bras parce que, soi-disant, si on veut se défendre, on défend Gbagbo. Et même si on défend Gbagbo, défendre Laurent Gbagbo n'est quand même pas une arme de destruction massive, à ce que je sache. Ce sont ses adversaires qui, parce qu'il a des partenaires qui, soi-disant, sont des ouais, et qui, de surcroît encore le plus dramatique, ont des forêts qui sont convoitées, il faut les exterminer. Et avec ça, des gens sont, je ne sais pas à quoi ils pensent. Oui, allons à la réconciliation, allons faire ceci. Bon, réconciliation, d'accord. On est prêt à aller à la réconciliation. On ne va pas nous réveiller nos morts. Madame Martine Kivao, oui. Dans le massacre des Ouai de Diokoué, oui. ou du Grand Ouest, oui. Il y a deux thèses, soit qui s'opposent ou qui se complètent. Il y a ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les Ouai sont massacrés à cause de leur terre, et ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les Ouai sont massacrés parce qu'ils ont soutenu Laurent Gbagbo. Voilà. Est-ce qu'on peut dissocier ces deux faits-là? Il y a d'abord, ça fait depuis des décennies, même bien avant même la crise de la Côte d'Ivoire, avant 2002, ce problème foncier demeure toujours. Sous Houphouët déjà. À cette époque, ce n'était pas avec cette ampleur-là, où les esprits n'étaient pas encore bien éveillés, et avec la complicité de nos cadres d'alors, qui, pour leur vente, ont été amadoués plus ou moins, étaient en connivence avec Houphouët pour pouvoir installer des baoulés qui, pour ma part, sont aussi des victimes comme nous, puisque ces baoulés qui étaient dans la région de Yamoussoukro, Houphouët-Boigny ayant besoin de leur terre aussi, il les a déracinés. Mais comme lui, il les a équipés, il leur a donné des moyens, il a demandé à nos cadres qui étaient dans son gouvernement à l'époque de les intégrer selon leur région. Et c'est comme ça que ces gens-là sont venus chez nous. Mais quand ils sont venus, le Ouai, avec sa légendaire hospitalité, n'en a pas fait un drame. On les a accueillis. Les Burkinabés, ceux-là sont venus pour travailler. Mais les Baoulés ont été imposés par Houphouët. Et tout ce monde réuni aujourd'hui ont en commun la recherche de la terre promise. Donc, vous voyez, elle parlait des dozo baoulés tout à l'heure. Donc ces baoulés-là, eux, dans leur tête, c'est le but de récupérer la terre. Ce n'est pas une affaire de Gbagbo. Mais les Burkinabés, tous ces étrangers de la sous-région, qui, eux, se sont ajoutés aujourd'hui pour massacrer comme ils le souhaitent, ça c'est par rapport à la thèse de Ouattara selon laquelle il faut faire du rattrapage. Voyez-vous?
Donc depuis 2002, avec les événements de Ouattara, cela c'est pour anéantir le ouais, pour diminuer l'électorat de Laurent Gbagbo. Mais par contre, nos frères baoulés qui sont là, ça encore c'est plus grave. Demain, peut-être les Burkinabés vont rentrer chez eux. Mais le baoulé, on est comme ça. On est du même pays, on est des frères. Mais est-ce que ce drame-là, comment allons-nous gérer cela? Le ouais aujourd'hui dans sa chair, quand tu retrouves le ouais du hameau, ayant vu, comme la dame vous venez d'entendre, voir ses parents massacrés par des baoulés, voir un Kona banni à la tête d'une soi-disant commission de réconciliation, mais c'est retourner le couteau dans la plaie. C'est retourner le couteau dans la plaie. Et on ne peut pas continuer à vivre comme ça, puisque le baoulé et nous, on est des frères, on a le même pays. Même si Ouattara veut fabriquer encore des gens pour nous rajouter, soi-disant, c'est des apatrides. Mais Baoulé, il n'est pas apatride, il est ivoirien comme nous. Mais avoir un esprit comme ça, c'est des choses qui doivent se travailler. Ces populations qui errent dans la nature, qui ont vécu tous ces drames-là, il n'y a même pas eu de consolation. Il n'y a même pas eu de psychologue. Ils ont tout ça qui tourne dans leur tête, qui les travaille. Et c'est ça d'ailleurs que beaucoup en meurent. Moi qui vous parle, elle a parlé tout à l'heure des conditions de vie au Carrefour, à la mission catholique. Moi, ma mère elle est décédée à la mission catholique suite à ces événements. Quand il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger, machin et tout, elle est décédée dans les premières heures. Et à cette époque, les agents de l'ONU, comme qui les gardaient, comme elle le disait, eux, ils faisaient du commerce avec nos cadavres, vu que les guerriers ne pouvaient pas sortir pour les enterrer. Celui qui veut, qui n'est pas sur place, qui veut que son parent aille à la mort pour le retrouver, il faut payer, comme moi je l'ai fait. Parce que je voulais au moins voir le corps de ma mère, j'ai été obligée de le payer avec les agents de l'ONU ici pour qu'on puisse me mettre ma mère à la morgue. Mais avec tout ça, aujourd'hui, c'est facile de dire allons à la réconciliation, amnistie générale, ceci, mais ça fait mal. On ne vous demande rien d'autre. On ne vous demande pas la mer à boire. On ne vous demande pas non plus la compassion. Mais laissez-nous le temps. Laissez-nous au moins rester. Laissez-nous vivre, tout simplement. Chez nous, sur les terres de nos ancêtres.